Good afternoon, everyone. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être revenus en plénière. Est-ce que les personnes au fond pourraient revenir s'asseoir pour terminer notre dernière séance à temps? Voilà, c'est toujours bien quand les gens reviennent. Cette séance plénière en particulier est la dernière étape de notre discussion sur le changement des dynamiques de pouvoir. Et donc, nos 3 groupes sont allés débattre, échanger leurs points de vue et leurs réflexions, et nous allons maintenant prendre un moment pour écouter leur compte-rendu, leur résumé de leur discussion. Et ce premier compte-rendu est important car il va nous donner la couleur et la texture de chaque conversation, mais aussi nous proposer certaines solutions pour différents contextes où ce travail doit être mené. Je vais donc appeler Kristen Kruger de A360 pour nous donner son compte-rendu. Puis ensuite viendra nous parler une extraordinaire oratrice. Et les présentations seront donc courtes pour laisser du temps à nos délibérations sur les prochaines étapes. Merci Kristen. Bonjour tout le monde. J'ai la tâche très facile, à vrai dire, d'introduire tous nos rapporteurs et rapporteuses dont je vais leur demander de monter ici sur scène pour gagner un peu de temps. Nous allons commencer par Hélène Owino de l'Advocacy Accelerator qui rendra compte des discussions du premier groupe, c'est-à-dire comment transférer les financements équitablement vers les pays du Sud. Bonjour à tous et à toutes. Donc pour notre groupe, qu'est-ce que cela signifie de transférer l'argent vers les pays du Sud ? Alors nous avons commencé nos discussions en parlant des concepts et des débats sur la décolonisation. Est-ce que cela nous inspire aux personnes qui participaient à cette discussion ? Et voici quelques-unes des réponses que nous avons obtenues. Alors d'abord, les discours influencent ce qui est financé, comment et quoi. Ensuite, les discours modifient la façon dont les politiques sont élaborées et la manière dont les financements sont réorientés pour répondre à différents problèmes. Ensuite, nous avons également parlé d'élargir le débat sur la redevabilité et la question de savoir qui décide ce qui doit être financé, qui décide même ce que doit être un projet réussi, à vrai dire. Ensuite, nous avons parlé de la nécessité de créer une opportunité pour montrer l'intentionnalité de joindre le geste à la parole. Nous n'arrêtons pas de parler de décolonisation, à vrai dire, mais passons-nous vraiment de la parole aux actes. Puis, nous avons évoqué la symétrie des pouvoirs dans notre travail, ou l'asymétrie, et cela nous a permis de révéler sur quoi repose le véritable pouvoir, et qui détient le pouvoir, grâce à l'impact des actions menées sur le terrain. Et en fait, on se rend compte que ce sont les communautés qui détiennent le réel pouvoir sur le terrain. Et nous avons ensuite parlé des caractéristiques d'un partenariat réussi. En quoi est-ce qu'il consiste d'un point de vue du bailleur de fonds et du point de vue de l'exécutant et de l'exécutante. Et donc pour nous, on pense qu'il faut se concentrer sur le renforcement de compétences pour consolider la capacité des partenariats à travailler avec les bailleurs de fonds en termes de processus de financement. Et donc l'idée, c'est d'acquérir des compétences en matière de demande et de gestion de subventions. Et ensuite, à propos donc de la disponibilité des fonds, et il faut aussi parler de la
de repenser le langage ou les termes utilisés. En fait, au lieu de parler d'exécutants, nous devrions plutôt parler de partenariat national, c'est-à-dire qu'il faut inclure les organisations locales dans la prise de décision, garantir la transparence et travailler avec d'autres organisations, faire preuve de transparence quant au budget disponible, et puis co-créer des programmes à mettre en œuvre, décentraliser la prise de décision. Donc c'est une question de prise de décision, de prise en compte de ce que les communautés ont à dire sur la conception de leurs programmes. Et puis repenser aussi l'approche de recrutement des organisations qui sont chargées de la mise en œuvre. Nous avons parlé du besoin de financement public et comment cela influence la capacité d'autres organisations à prendre part aux décisions. Et puis c'est là que nous devons penser à tout le monde, se respecter les uns les autres et ne pas nous considérer comme une simple ressource pour trouver une solution. Et enfin, il faut que nos recommandations, nos outils, nos approches soient utilisés. Il faut des financements flexibles pour les organisations. Elles ont besoin de processus de financement simplifiés et de plus de soutien aux mouvements sociaux. Et enfin, c'est la dernière diapositive, l'appréciation et la reconnaissance de l'expertise à différents niveaux. Nous avons des experts et des expertes chez les jeunes femmes, voire même chez la femme africaine tout court, les femmes africaines. Mais lorsque nous parlons d'expertise, on se réfère généralement à des personnes d'une certaine région ou d'un certain domaine. Merci. Merci Hélène, et à présent nous allons donner la parole à Tracy Baird de Engender Health, qui est la rapporteuse de la discussion sur les obstacles opérationnels. Merci au groupe qui s'est rendu dans l'autre hôtel, qui est allé en haut, en bas, mais je dois vous dire que nous avons eu dans la salle, la salle avec la boule à facettes. Donc voilà, désolée pour ceux et celles qui n'ont pas pu se joindre à nous. Et nous, on a allumé la boule à facettes dès la première séance. Ça brillait par-dessus nos têtes dans toute la pièce et c'est exactement ce dont on avait besoin. Donc nous avons noté quelques idées retranscrites ici sur ces diapositives, sur 2 diapositives. Et la première est que nous avons examiné un modèle et en décrivant les différentes composantes de ce modèle. Quand on parle de changement opérationnel, de défis, d'obstacles, qu'entendons-nous par ces systèmes? Donc on a examiné l'architecture institutionnelle, la façon dont nous avons conçu donc notre culture et les financements financiers. Et puis, on s'est demandé comment est-ce qu'on a été déterminé, façonné pour faire notre travail dans le domaine de la santé mondiale et de la planification familiale en particulier. On a aussi réfléchi au besoin de trouver un équilibre entre les intérêts, les priorités, les compétences des bailleurs de fonds, des ONG internationales et nationales et d'autres acteurs dans cet écosystème. Et on doit donc travailler ensemble. Et si on ne trouve pas une certaine harmonie, un meilleur équilibre entre nous, il faut chercher encore, il faut qu'on puisse travailler ensemble. Et en l'absence de l'un de ces acteurs de l'écosystème, vous imaginez, c'est comme un tabouret à 3 pieds. Si on retire un, le siège s'effondre. On a eu vraiment une discussion formidable et il y a eu quelques idées très intéressantes. Tout d'abord, ce changement est complexe. Ces conversations peuvent nous mettre mal à l'aise. En fait, si vous vous sentez pas mal à l'aise, c'est peut-être que vous n'allez pas assez loin. Donc, il faut prendre l'espace-temps, il faut prendre soin de nous et avoir ces conversations inconfortables. Alors, en évoluant donc vers ces modèles différents, les enjeux font partie, à vrai dire, du processus dont nous avons besoin. Et c'est possible de changer, d'évoluer. Nous avons appris de nos panélistes aujourd'hui, le partenariat d'Ouagadougou nous a raconté comment il est passé d'un réseau soutenu par des ONG à un réseau régional. FP 2030 nous a aussi montré comment nous sommes passés d'un modèle basé sur une seule sorte de hôte mondiale à plusieurs plateformes ou hubs régionales. iPass nous a raconté aussi comment ils sont passés en Amérique latine d'un réseau avec plusieurs bureaux locaux à une approche véritablement régionale, voire mondiale. Ce doit vraiment aider à répondre aux besoins, à saisir les opportunités et à élargir l'expertise.
dans une région. Donc et la transparence et la participation sont essentielles. Donc les diapositives, la deuxième ici nous montre que on a indiqué quelques recommandations. Donc, chacun d'abord devrait être en mesure de prendre des décisions dans son propre champ d'activité, qu'il s'agisse des ressources humaines, des finances, de la logistique. Mais il faut transformer les programmes en fonction des personnes. N'essayez pas de changer les personnes en fonction des programmes. Il faut aussi reconnaître qu'une seule personne peut parfois être l'obstacle qui bloque tout. On nous a raconté l'exemple d'un programme ou d'un partenariat qui reposait sur des principes communs bien pensés, des objectifs, qui fonctionnaient bien jusqu'à ce qu'une seule personne érige toutes les obstacles. Donc comment transformer cette personne ou faut-il l'éliminer pour faire changer les choses? Nous devons aussi redéfinir les compétences requises. De quoi avons-nous besoin pour parvenir à accomplir notre travail et qui possède ces compétences? Comme Hélène l'a mentionné, je crois, cette expertise provient de différentes directions. Donc valorisons cette expertise, tirons parti de toutes nos compétences et veillons à ce que nous ayons les ressources disponibles pour effectuer ce travail. Ça comprend la traduction, il faut prendre le temps nécessaire pour produire notre travail dans plusieurs langues. Et aussi pour renforcer les compétences afin de participer pleinement au travail. Ne pas perdre de vue donc que c'est une évolution progressive. Et enfin, notre dernier point, c'est que nous avons voulu redéfinir une fois encore la façon dont nous définissons les compétences. Comme on en a parlé, je crois, à la séance plénière d'ouverture ce matin, pour savoir où se situe l'expertise et les connaissances. Comment pouvons-nous nous assurer de mettre à profit les vastes ressources humaines, techniques et expérientielles disponibles et les enseignements que nous avons tirés de l'univers, pas seulement des universités, pour nous assurer de provoquer collectivement des changements considérables? Merci et merci beaucoup à toutes celles et ceux qui étaient avec nous dans la salle. Et je vais maintenant appeler Lynn Wine de Johns Hopkins. John Linz va donc nous faire son compte-rendu sur la 3e discussion sur déconstruire les dynamiques et relations de pouvoir. Merci, j'ai l'incroyable honneur et la tâche très difficile de résumer la riche conversation que nous avons eue au cours de notre séance aujourd'hui. Nous avons échangé, nous avons vraiment essayé de déconstruire, vous savez, les hypothèses implicites qui sous-tendent les dynamiques de pouvoir et relationnelles aujourd'hui. Dans l'état actuel des choses, nous savons que les déséquilibres de pouvoir sont perpétués par le modèle économique que nous utilisons dans le développement aujourd'hui et la plupart des structures et des hiérarchies institutionnelles, des dynamiques de pouvoir dans les ONG internationales sont dictées par de nombreuses attentes et exigences des bailleurs de fonds en matière de rapport et de conformité. Donc, on a vraiment voulu réfléchir au langage que nous utilisons, à ce que nous entendons par redevabilité et envers qui, et à la manière dont nous percevons généralement la redevabilité comme une chose positive. Mais en réalité, ça a aussi servi à perpétuer certains des déséquilibres de pouvoir. Nous avons aussi affirmé notre volonté de réexaminer nos outils de responsabilité sociale, de redevabilité, pour réfléchir de manière critique aux personnes à qui nous devons rendre des comptes. On a distingué la redevabilité au sens de rendre compte aux bailleurs de fonds, aux instances bilatérales, par opposition à la redevabilité envers les communautés que nous servons. Et on a aussi eu une riche conversation très animée sur les hypothèses qui sous-tendent le fonctionnement actuel de nos structures et sur comment elles se basent sur une grande méfiance, à vrai dire, dans la manière dont nous accordons les subventions. Et donc on a parlé du besoin de passer à un modèle relationnel basé sur la confiance. En termes de recommandations, nous aimerions vraiment faire réfléchir les différents groupes de discussion ici et puis le groupe plus large qui est présent à un nouveau modèle économique pour le développement. Nous vous encourageons vraiment à avoir des aspirations radicales et audacieuses, tout en reconnaissant que nous devons prendre des mesures progressives
pour enrayer un changement graduel dans nos organisations et dans notre propre travail, sans pour autant perdre de vue le changement radical auquel nous aspirons. Et puis, nous voulons aussi réfléchir à comment cesser de centrer le développement autour des normes des pays du Nord, qu'il s'agisse donc de la rédaction des demandes de subventions, des rapports, des exigences de gestion financière, de conformité. Et cela nous permettrait de bénéficier d'une plus grande flexibilité pour transférer réellement les pouvoirs vers les pays du Sud, vers les communautés pour lesquelles nous sommes censés travailler. Et puis, il faudrait aussi reconnaître et éliminer ce que j'appelle les obstacles auto-fabriqués qui entravent le changement des dynamiques de pouvoir. Nous savons que bon nombre de défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont des problèmes d'origine humaine. Et nous disons souvent qu'on a besoin d'intermédiaires pour superviser les subventions parce que de nombreuses organisations locales n'ont pas la capacité de le faire. Par exemple, pour rédiger des demandes de subventions, conformément à la manière dont nous avons conçu les appels à projets. Et donc, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir cette couche supplémentaire. C'est vraiment aujourd'hui la norme que tout soit écrit en anglais américain, en anglais britannique, comme une exigence des bailleurs de fonds, alors que les activités ne sont pas menées dans cette langue sur le terrain. Et je me rends compte que mon temps de parole s'est écoulé, mais le dernier élément que nous voulons souligner ici, c'est l'importance d'une prise de décision partagée à tous les niveaux. Et puis la dernière chose qu'on voulait vous dire, c'est que nous vous incitons vraiment à poursuivre cette conversation. On sait qu'une demi-journée de conférence ne suffit pas. Et on n'a fait qu'effleurer le problème ici. C'est pourquoi on espère vraiment poursuivre ce dialogue au-delà de cette réunion. Merci. Grand merci aux rapporteuses qui se sont donné beaucoup de mal pour synthétiser les riches conversations des différents groupes et les résumer en quelques diapositives. Donc à présent, il me semble que Dr T peut revenir sur scène. Merci beaucoup, chers collègues. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est évident que nous n'avons fait que gratter la surface. Mais on doit commencer par là où nous en sommes. Et maintenant, je voudrais vous présenter la Dr Anu Kumar, présidente et directrice générale d'IPAS, une ONG internationale qui œuvre dans le monde entier pour faire progresser la justice reproductive en élargissant l'accès à l'avortement et la contraception. Le Dr Kumar est reconnue sur la scène internationale pour son rôle en tant que défenseuse des droits des femmes et au Canada dans le domaine de la santé mondiale. En fait, elle s'est exprimée très ouvertement sur le besoin de décoloniser la santé mondiale. Et vous savez, on a besoin de leaders qui s'attaquent à ce problème. Et c'est ce qui fait qu'Anu, elle a publié de nombreux articles scientifiques dans les médias populaires aussi sur l'avortement, la stigmatisation, la santé reproductive, le pouvoir, l'équité dans la santé mondiale. Donc je vous souhaite la bienvenue. Merci, chers collègues. Merci, Dr T. Ça a été une session vraiment intéressante, une très belle conférence parce qu'elle est très attendue. Ce sujet, ça fait longtemps qu'on en parle. Et le fait d'être réunis, de réunir autant de personnes aujourd'hui pour réfléchir à tout ça me donne l'impression que ces idées et le changement auquel nous aspirons suscitent beaucoup d'élan. Donc je voudrais vous parler un peu de mon parcours personnel. Parce que depuis que je suis présidente et directrice d'IPAS, il y a environ 4 ans, j'ai vraiment commencé à réfléchir très profondément à l'équité, au pouvoir, mais aussi à la suprématie des hommes blancs et au rôle qu'elle joue dans nos vies
y compris la mienne. Et ça m'a vraiment fait réfléchir, maintenant que je suis en position d'autorité, au lien que ça a avec ma façon de travailler au sein de l'institution que je dirige. Et ça m'a fait réfléchir aussi à la façon dont notre propre secteur, celui de la santé et des droits sexuels, est enraciné dans la suprématie des hommes blancs. Et je crois que, comme Dr. T en a parlé ce matin et comme on le sait beaucoup, je pense que, vous le savez, la planification familiale au départ ne reposait pas sur les droits humains. Beaucoup étaient plutôt ancrés dans des idées très coercitives. Et cela ne vient pas de nulle part non plus, c'est le résultat de centaines d'années de manipulation en matière de reproduction par les esclavagistes, les colons, qui ont en fait obtenu leur autonomie corporelle. Et ce passé purement raciste est au cœur de nos institutions et de notre façon de travailler. Je pense que, vous savez, il faut reconnaître que cela fait partie intégrante de ce que nous sommes en tant que communauté et ça fait partie de ce que nous devons démanteler et changer si nous voulons changer les dynamiques de pouvoir. Mais nous ne pourrons pas y arriver tant que nous ne reconnaissons pas vraiment notre histoire. Et notre histoire est assez mouvementée, y compris l'histoire de nombreuses institutions, dont la mienne. Et donc on a beaucoup parlé ici du pouvoir. Et je voudrais être très claire sur ce que nous entendons par pouvoir. On en a parlé un peu ici, mais permettez-moi de déconstruire ce concept en 3 notions faciles à comprendre. L'argent, nous avons beaucoup parlé d'argent. Où va cet argent nous inquiète, d'où il vient et comment il est utilisé. Nous avons aussi beaucoup parlé de la conformité, du modèle de financement qui est fondé sur les risques. Et nous nous inquiétons aussi vraiment de savoir qui décide de l'argent, comment il sera dépensé, et comment il est amassé et retenu, et les structures de redevabilité ou l'absence de telles structures. Donc pendant notre discussion, nous avons exprimé notre désir d'une philanthropie basée sur la confiance, par opposition au financement basé sur la peur. Et je pense que c'est un modèle très intéressant, mais il ne s'agit pas uniquement des bailleurs de fonds. C'est certainement un élément très important, mais c'est également au sein de nos propres institutions que les ressources sont allouées. Il y a de nombreuses dynamiques de pouvoir qui sont à l'œuvre pendant ce processus, qu'il s'agisse de négociations budgétaires, d'allocations budgétaires, de processus relatifs aux ressources. Donc l'argent est quelque chose de très important, c'est un aspect très important du pouvoir. Et nous avons aussi parlé ici de production des connaissances et je trouve que c'est très intéressant car ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend la langue et je suis vraiment contente que ça revienne plusieurs fois. La langue du pouvoir, c'est l'anglais. Et on doit trouver un moyen pour que tout le monde soit inclus et incluse dans ce processus. Et ça ne veut pas dire que tout le monde doit apprendre l'anglais. Mais nous devons au contraire reconnaître les centaines, les milliers de langues qui existent dans le monde et qui ne font pas partie de notre conversation parce que nous ne connaissons tout simplement pas leur existence. Alors comment inclure ces voix à nos discussions? Et puis on doit aussi réfléchir au discours. Tout à l'heure, le compte-rendu de l'autre session a parlé du discours sur le développement. Et j'ai vraiment réfléchi à la manière dont nous appliquons en un sens, une approche commerciale du développement. On parle de l'offre et de la demande, on parle du modèle économique pour le développement et je ne sais pas vraiment si ça peut fonctionner dans le cadre des droits humains. Je me le demande. C'est une question. Je me demande si c'est le cas. L'approche capitaliste est-elle vraiment compatible dans le cadre légal des droits universels? Donc, vous savez, je pense que le discours et le langage sont vraiment importants. Et nous avons beaucoup parlé du fait d'être des aides de co-création dans cet espace. Et je pense que ce type de langage inclusif pourrait faire avancer beaucoup de choses. Et enfin, le troisième aspect du pouvoir concerne la pratique même de la santé mondiale. Et ça comprend la stratégie,
la conception de programme, l'exécution, l'évaluation, tout ce que nous considérons comme la pratique de la santé publique, qui exclut très souvent différents systèmes de guérison. Nous avons un système de santé très particulier, vous savez, le modèle médical occidental, qui est celui que nous promouvons et nous ne savons pas vraiment comment intégrer ces autres systèmes de guérison à notre travail. Nous savons qu'ils existent, nous savons que les gens ont recours à ces autres systèmes pour différents problèmes, mais comment les intégrer à notre travail? Je pense que c'est quelque chose auquel nous devons encore réfléchir. Et en plus de ce que nous faisons, nous devons réfléchir à comment le faire. Donc, à propos de l'élément opérationnel dont nous avons parlé, lorsqu'on parle de l'aspect opérationnel, on a souvent tendance à penser que ça se résume en cette sorte de comparaison entre les pays du Nord et du Sud. Et je veux vraiment que nous transformions cette façon de penser. Je ne pense pas qu'une pensée dichotomique soit particulièrement utile. Ça nous oblige à faire des choix qui ne font vraiment pas avancer les choses. Donc, moi, en fait, je pense qu'il faut qu'on utilise chaque ressource que nous avons parce que dans notre secteur, on ne peut pas se permettre de gaspiller nos ressources. On n'en a simplement pas assez. Donc, au lieu d'opposer le Nord au Sud, c'est plutôt un et pas un ou. Il faut utiliser et déployer toutes les ressources dont nous disposons. Et il faut réfléchir à la manière dont nous déployons ces ressources sans les supprimer. Je crois qu'on ne peut pas ignorer l'expertise et les ressources considérables dont disposent les pays du Nord. Mais nous devons mettre davantage l'accent sur ce point et les orienter réellement vers les pays du Sud. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je voudrais vous parler un peu de ce que nous faisons à EPAS en interne. Et je voudrais souligner que c'est un voyage, c'est un long processus. Nous n'avons pas fini, mais nous y avons réfléchi. Donc permettez-moi de vous partager ici quelques idées. Nous avons vraiment réfléchi à comment déplacer le pouvoir. Et là, je parle donc de ces trois notions, l'argent, les connaissances et la pratique de la santé mondiale au sein de notre organisation. Donc, une chose importante, c'est la notion de devenir un réseau. Et quel est donc l'avantage de faire partie du réseau d'impact d'IPAS? Ça nous permet tout d'abord de repositionner les États-Unis, qui existent toujours. Il y a toujours du personnel aux États-Unis, vous savez, qui travaille et nous aide à accomplir notre mission. Mais cette équipe ne constitue plus le centre, mais plutôt l'un des nœuds du réseau. Et quel est leur rôle? Le rôle des équipes basées aux États-Unis, et c'est toujours en flux, est d'aider à co-créer les programmes avec les exécutants de programmes, ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre. Et ces personnes sont vraiment à l'origine de la conception et de l'exécution des programmes. Et c'est vraiment essentiel, et pas simplement parce qu'on veut changer les dynamiques de pouvoir, mais ça fait partie intégrante de notre mission. Notre mission, qui porte sur l'écosystème de l'avortement, ne réussira pas si les parties prenantes locales ne sont pas impliquées et si elles ne s'approprient pas la situation. Donc c'est vraiment pas une question de rhétorique, c'est notre mission. Nous devons faire en sorte que cela fonctionne pour que notre travail dans son ensemble réussisse. Cela nécessite un changement complet de notre modèle de prise de décision. Et on a parlé beaucoup de répartition de leadership, du leadership distribué qu'on appelait avant le leadership partagé. Et je crois que cette idée-là confirme vraiment l'une de nos valeurs fondamentales d'interdépendance. Concrètement, ça signifie que le personnel de notre réseau, dans son ensemble, est impliqué dans les prises de décision. Et je parle des décisions concernant l'argent et comment il est alloué au sein de l'organisation. Aussi, des décisions concernant le développement organisationnel et la gouvernance. Et ça a donné lieu à un processus parfois assez compliqué, assez brouillon, mais qui consiste à identifier ce qui se passe dans l'organisation et quelle direction prendre pour l'avenir. Et ça dépend vraiment de nous tous et toutes, que nous vivions aux États-Unis, au Nigeria ou au Népal. C'est à nous de mettre à profit nos expériences collectives, nos expertises,
et celle donc de notre personnel, de nos partenaires pour réaliser notre mission. Donc, de mon point de vue en tant que directrice, mon objectif est de m'assurer que chaque ressource dont je dispose soit utilisée de la meilleure façon possible. Donc, il faut vraiment veiller à ce que tous les membres du réseau participent de la manière la plus dynamique possible. Vous savez, comme je l'ai dit, nous avons entamé à peine ce processus. On n'a pas fini, on est encore en train d'apprendre, mais il y a beaucoup de leçons à en tirer. Et je voudrais vous en partager 2 aujourd'hui. La première, c'est que le changement individuel et personnel est tout aussi important que le changement structurel. Je suis constamment surprise de voir à quel point les autres membres de l'organisation et moi-même, nous avons dû désapprendre ce que nous savions, à quel point nous sommes façonnés par les méthodes de travail que nous avons toujours utilisées. Ça fait plus de 20 ans que je les utilise et que ça marche. Donc notre façon même de travailler, le processus de désapprentissage est assez difficile, mais je pense que c'est quelque chose que nous devons vraiment aborder. Et aussi, ce que nous avons entrepris, ce sont des changements de comportement, principalement. Comment est-ce que nous nous relions les uns aux autres? Comment nous interagissons? Comment prenons-nous des décisions? Parce qu'on est si habitué à nos modes de fonctionnement. Comment changer ces modes de fonctionnement? Donc, il faut aussi vraiment comprendre, et c'est en quelque sorte la deuxième question, il faut comprendre les limites de ce que nous pouvons accomplir en tant qu'individus et organisation. Et je suis assez d'accord avec la rapporteuse de l'autre session qui disait qu'il faut faire preuve d'imagination et d'audace. Je pense qu'il faut aussi reconnaître qu'il existe de nombreux systèmes d'oppression qui nous empêchent de générer les types de changements auxquels nous aspirons. Donc l'une des choses sur lesquelles je me focalise vraiment, ce sont les petits ou les grands changements qui sont sous notre contrôle. Nous pouvons tous et toutes faire quelque chose. Nous pouvons évoluer indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Donc, vous savez, je pense qu'il est vraiment important de continuer à regarder très attentivement, à examiner notre propre rôle, le vôtre, dans ce voyage, dans ce processus de changement. Il faut continuer à analyser où se situe le pouvoir, sur quoi il repose. Il change le pouvoir, il bouge. Il faut donc analyser cette analyse du pouvoir dans tout ce à quoi nous participons. Et vous savez, j'essaie vraiment de faire une sorte d'analyse situationnelle et en même temps, je ne me mords pas les doigts non plus quand on n'arrive pas à générer des changements radicaux tout de suite. Je pense que cela nous arrive souvent. Nous sommes un peu dépassés par l'ampleur des changements que nous visons et ça nous bloque parfois car on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire. Et donc, je sais qu'après ça, nous allons nous focaliser sur ce que nous pouvons faire en tant qu'individus et organisations, parce que nous représentons tous et toutes des organisations ici. Et moi, en ce qui me concerne, je ne parle plus vraiment de décoloniser la santé, parce que je pense que ce n'est pas vraiment possible. Je veux dire, le régime colonial existe depuis des centaines d'années. L'idée de le décoloniser ou de le supprimer semble donc assez éloignée. Je pense plutôt que nous devons nous penser comme anticolonialisme, ce qui est lié à l'antiracisme. Ça, c'est la vision que nous devons adopter, selon moi. Comment devient-on antiraciste? Comment devient-on anticolonial? Comment réinventer radicalement les structures même de production des connaissances, de financement, des comportements, pour faire notre travail en sachant qu'il doit être fait dans le respect des personnes que nous servons, en les incluant pour plus de justice. Pas seulement les droits reproductifs, mais la justice. Merci.
Hi everyone. Bonjour tout le monde. How you doing? Comment ça va? Alright. So very soon we will Alors, be wrapping nous up allons the très last bientôt pre-conference. conclure cette pré-conférence sur les changements des dynamiques de pouvoir. Je m'appelle Goodness Ogi, je viens du Nigeria et je suis coprésidente de cette pré-conférence pour changer les dynamiques de pouvoir. Donc, je travaille au Nigeria dans la planification familiale. Très rapidement, j'aimerais réfléchir avec vous à ce que nous décrivons comme la marche à suivre. Comment et que pouvons-nous faire concrètement à propos de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui? Donc, vous savez, on aime beaucoup parler et on aime ce qui se dit dans ces conversations, mais ce serait encore mieux si on pouvait faire avancer les choses, n'est-ce pas, en tant qu'individu, en tant qu'organisation. Quelles sont les actions concrètes qu'on peut entreprendre et sur lesquelles on pourra s'appuyer? Donc l'idée, c'est d'avoir un engagement continu. Donc très brièvement, nous allons prendre une pause pour vous laisser envoyer vos réponses. Oui. Donc connectez-vous, connectons-nous. J'espère que tout le monde peut voir le code. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas voir le code? Le QR code? Bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais simplement, si vous avez pu vous connecter, est-ce que vous pouvez dire Power Shifting? Ok, j'en entends quelques-uns. Je vais attendre quelques secondes de plus. Est-ce que je devrais vous lire le code plutôt? D'accord. Alors, hashtag 3559038. Hashtag 3559038. Donc, si vous avez pu vous connecter, est-ce que vous pouvez dire Power Shifting? Ok, on n'a pas encore beaucoup de monde, on dirait. Bon, la première question, à propos, maintenant qu'on vous a donné le compte-rendu des points clés des discussions, quelles actions aimeriez-vous prioriser? Vous, en tant qu'individu ou organisation, quelles actions aimeriez-vous prioriser comme prochaines étapes après cette pré-conférence? Et s'il vous plaît, si vous voulez bien vous connecter, j'aime bien comme ça prend forme. Je vois beaucoup de shift, changer en français. Ok. D'accord. Donc je vois changer le pouvoir, commencer une conversation, changer les dynamiques de pouvoir, dire la vérité aux financeurs, contacter, respecter, partager les connaissances, partager la prise de décision, être radical, justice, modèle de financement basé sur la confiance, transparence, avoir des discussions difficiles comme celles qu'on a eues aujourd'hui, reprendre le pouvoir, localité indépendante, être radical, transformer le financement, agiter, être un agitateur, une agitatrice, analyser les dynamiques de pouvoir, responsabilité individuelle, investir dans les jeunes. Je suis d'accord. Plaidoyer en ligne, ce qui est très difficile. Confiance, changer la langue, le financement durable, responsabilité sociale, modèle de confiance. Ok, donc merci beaucoup pour toutes ces réponses fantastiques. Nous allons maintenant passer à la prochaine question. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Donc, quel est votre niveau d'aisance quand vous parlez de changer les dynamiques de pouvoir pendant cette pré-conférence? Donc, je suis sûre que vous avez différents niveaux de sentiments ou d'attentes, mais compte tenu de nos discussions, quel a été votre niveau d'aisance et est-ce qu'il a changé?
Donc vous pouvez nous dire si, après cette discussion aujourd'hui, votre niveau d'aisance est beaucoup plus supérieur. Est-ce que vous êtes beaucoup plus à l'aise, pareil, moins à l'aise? Oh, okay. Ok. So I'm glad that Donc, we je suis have like contente de voir que nous sommes over 80% un peu plus de 80% à dire que nous sommes plus à l'aise qu'avant. Et j'espère que celles et ceux qui sont moins à l'aise seront prêts ou prêtes à s'impliquer dans cette conversation pour se sentir de plus en plus à l'aise. Donc, est-ce que vous seriez favorable à l'élaboration d'un plan d'action mondial ou d'un appel à l'action, d'une déclaration pour changer les dynamiques de pouvoir dans la planification familiale? Parce qu'on réfléchit à ce qu'on pourra faire ensuite. Mais tout n'est pas décidé d'avance, ça doit être un processus inclusif dans lequel chacune doit être prête à participer. Donc, je vous le demande, est-ce que vous y seriez favorable? Donc, on peut voir que la majorité d'entre nous serait partante, et merci beaucoup pour cette réponse. Ensuite, suivant. Donc enfin, quelles actions concrètes pour changer les dynamiques de pouvoir allez-vous entreprendre après cette conférence? Quelle est cette action concrète que vous, en tant qu'individu, organisation, en tant que groupe, pour changer les dynamiques de pouvoir? Continuez à parler, c'est très important, j'aime ça. Financer le plaidoyer, écouter, parler, créer des espaces, conversations ouvertes, justice, soutenir les jeunes, analyser les dynamiques de pouvoir, transformer le financement, introspection, soutenir, reprendre le pouvoir, être radical, continuer à parler, justice, dialogue ouvert, écrire. Écrire, apprendre, soutenir les consultants locaux, analyser les pouvoirs, éduquer. Et oui, toutes ces actions sont fantastiques et merci infiniment pour nous les transmettre et j'espère que ces actions telles que vous les avez écrites aujourd'hui se transformeront en actions réelles sur le terrain chez vous. Donc, cette pré-conférence, ces organisateurs, on espère vraiment que la conversation va se prolonger. Et voici quelques énoncés que nous avons rédigés. Donc, voici donc des énoncés qui sont progressifs, je disais. Donc d'abord, favoriser l'intégrité de la recherche en promouvant la justice, l'équité, la diversité et la collaboration. Donc vous pouvez simplement voir comment votre organisation ou vous en tant qu'individu pouvez travailler dans ce sens ou apprendre de ça. Donc, ensuite, on voudrait se focaliser sur des cadres de partenariat authentiques et irréprochables. Donc, vous pouvez prendre des notes, bien sûr. Je vais vous laisser 30 secondes. Donc, on a aussi prévu de continuer cette conversation pendant l'ICFP. Donc, de 7h à 8h, on aura une conversation sur ce thème autour d'une table ronde. Donc, de 7 à 8h.
Vous pouvez nous rejoindre. Et si vous avez d'autres conversations pendant le networking, pendant que vous écoutez, que vous parlez, en tant que membre de cette préconférence en particulier à laquelle vous avez assisté, vous pouvez prolonger cette conversation en organisant des petites réunions. Vous pouvez aussi bien sûr parler à Anu Kumar. Vous pouvez mener ces discussions et si vous voulez en parler avec nos intervenants, nous sommes bien sûr ouverts au dialogue. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, on espère aussi vraiment continuer cette conversation parce que on a des recommandations très riches. Donc, à la conférence internationale sur l'agenda d'Afrique, on va en mars 2023 au Rwanda, on va continuer cette conversation. Aussi, aux États-Unis lors d'une prochaine conférence. Et si vous voulez bien sûr y participer, vous pouvez nous contacter pour voir comment collaborer ensemble. Au mois de juillet, il y aura une autre conférence à Kigali au Rwanda et on espère continuer cette conversation. Et je vois que certains d'entre vous sont très heureux d'entendre ça. Donc merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Voilà, c'était mes derniers mots pour aujourd'hui. Merci. Je suis sûre qu'on est tous et toutes prêtes à affronter le monde là tout de suite. Moi, à vrai dire, je sens un certain changement. J'ai appris certaines choses, d'autres se sont réaffirmées, ce qui est toujours une bonne chose. Donc, je suis vraiment très heureuse et ça a été pour moi un privilège de modérer cette session. Un code QR s'affichera à l'écran. Ce code, vous pouvez en faire une capture d'écran ou l'écrire. Nous aimerions avoir vos commentaires, vos retours et savoir comment vous vivrez la conférence dans les prochains jours, en gardant à l'esprit cette question des dynamiques de pouvoir. Nous aimerions donc avoir vos retours sur les sessions, sur les séances plénières, les infos, sur la planification familiale, tout ce qui vous semble pertinent à la conférence. Qui a fait défaut ou qui pourrait être amélioré. Donc on aimerait beaucoup avoir vos retours, ça va nous aider à planifier la prochaine conférence. Ça, on pense que c'est vraiment la première étape d'une participation significative. Le code va s'afficher à un moment pendant que je vous fais part de mes quelques réflexions. Et je voudrais simplement commencer par dire que quand j'ai assumé mon mandat pour le droit à la santé, je savais que je le ferais en incarnant de nombreuses caractéristiques qui expliquent pourquoi les gens sont victimes de discrimination. Donc c'était vraiment quelque chose de nouveau auquel on n'était pas habitué. Moi, je viens, de ce qu'on appelle les pays du Sud. Je suis travailleuse migrante à Johannesburg. Ma ville natale est Qualcomm. Je préférerais être chez moi, mais il n'y a aucune opportunité pour moi là-bas. J'offre des soins d'avortement. Je suis catholique mais rebelle. Je plaide pour le plaisir sexuel. Je suis militante, défenseuse des droits humains, des droits universels, des travailleuses du sexe et je travaille pour leur décriminalisation. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de facettes et pour moi, c'était important de toutes les intégrer dans ma fonction à l'ONU. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'aimerais vous dire quelque chose qui résume pour moi en grande partie ce que nous essayons de faire. C'est une citation qui dit que, et je l'ai inscrit dans mon rapport pour l'ONU, il faut aborder les droits à la santé sous l'angle des droits humains et plus particulièrement de la santé sexuelle. Donc, les personnes en situation de handicap, en fait, ont une expérience différente selon leur classe sociale, les abus auxquels elles font face, leur orientation sexuelle
qui se superposent à la couleur de la peau et tout ça s'entasse finalement dans un seul corps humain. Et je vous demande absolument de résister à l'approche cloisonnée et fragmentée qui divise la santé mondiale. C'est un système fracturé qui ne fonctionnera pas. En tant qu'ONG, que société civile, nous participons à ce que j'ai souvent appelé le concours de beauté du financement. Quelle organisation a le meilleur look? Laquelle écrit le mieux en anglais? Laquelle parle le mieux selon notre cadre d'évaluation et de suivi? Et ce qui importe, en fait, c'est le problème à résoudre, les gens, le contexte. Et quelle conversation nous avons avec les bailleurs de fonds? Qui définit l'ordre du jour? Qui fixe les objectifs? Qui définit les indicateurs? Est-ce que ça répond aux besoins des personnes pour qui nous travaillons sur le terrain? Donc non à l'approche cloisonnée et oui à un appel à l'action pour une autre méthode, une méthode différente. Quand une patiente arrive, donc peu importe qui elle est, mais peut-être que j'ai un très bon centre de traitement du HIV, du VIH, doté de ressources technologiques. Elle obtient ses résultats en 50 minutes, on lui donne des conseils, mais elle commence son traitement, mais elle a aussi besoin de vacciner son enfant. Peut-être qu'elle a besoin d'un frottis, peut-être qu'elle a des questions sur la périménopause. Et on comprendra aussi qu'elle a droit au plaisir sexuel. Mais pour se rendre à la clinique, cette femme, certainement, a dû économiser de l'argent, parfois pendant 2 mois, juste pour se rendre à la clinique. Et quand les cliniques sont aménagées de telle sorte que vous ne pouvez pas vous y rendre à pied, parce qu'elles ferment à 16 heures, et si votre ticket est le numéro 110, bien désolé, revenez demain. Cette femme a dû peut-être passer la nuit là, elle a été oubliée. Alors, quand on dit qu'on veut éradiquer le cancer du col de l'utérus, est-ce qu'on pense à ce que ça implique littéralement pour les femmes? Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire pour les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles et de viols, de retourner, de se rendre dans un établissement de santé? J'ai de nombreuses patientes qui n'arrivent à comprendre et à intérioriser ce qui leur est arrivé uniquement parce qu'elles sont maintenant enceintes après avoir été violées. Et parce qu'il n'existe aucun soin complet pour les soutenir après une agression sexuelle qui relie réellement la contraception d'urgence, par exemple. Les gens se disent finalement que c'est une perte de temps d'aller à la clinique. Donc nous devons nous assurer que les problèmes soient reliés entre eux. La planification familiale, c'est une excellente porte d'entrée, mais ce n'est pas la seule chose dont les femmes ont besoin. La planification familiale existe dans un contexte. Et on ne peut pas se concentrer uniquement sur la planification familiale ou sur les produits de base. Nous sommes politiques. Nos vies sont politiques. Quand j'avais 8 ans, j'ai pas eu le choix d'apprendre à lancer des pierres sur des tanks militaires blindés. C'était pas un choix. Donc bien sûr, je suis politique. Ma vie est politique. Mon travail sera politique. Et ça, ce sont les conversations qu'on doit avoir avec les bailleurs de fonds pour établir tous ces objectifs en prenant compte les droits humains et en faisant comprendre que les droits humains ne sont pas une question de choix. Ce n'est pas un supplément. Les droits universels sont la base sur laquelle nous pourrons tous et toutes exercer nos droits, en particulier pour la santé, le droit à la santé. Et puis, pourquoi ça devrait nous importer, en fait? Pourquoi est-ce que les droits humains devraient nous importer? Parce qu'ils posent les principes d'égalité, de non-discrimination, de participation significative. Et j'aime l'idée de décentraliser la prise de décision. J'adore l'idée d'accorder des subventions fondées sur la confiance, le féminisme, les enjeux de la transparence. On ne sait pas comment les décisions sont prises. Nous ne savons pas qui joue un rôle dans la santé. Enfin, je veux dire, on peut le deviner, mais
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de transparence. Sans transparence, il ne peut pas y avoir de redevabilité. Et ce que nous faisons en matière de plaidoyer et des redevabilités des élus, ça exige d'avoir des informations. Donc, vous savez, on a vu la répression sur les réseaux sociaux contre celles et ceux qui tweetent ou qui publient sur Instagram des messages sur l'avortement. Leurs comptes ont été suspendus et en tant que praticienne de la planification familiale, on devrait s'en inquiéter. La Cour suprême des États-Unis s'est prononcée dans l'affaire Roe contre Wade en juin. Et même si on savait que la loi allait régresser, on a quand même dû se manifester. Dans mon cas, j'ai écrit une note à la Cour en leur indiquant que cela était en fait un signe qu'ils allaient limiter le droit à la contraception. Alors, à quoi ça ressemble pour les personnes qui vivent dans ce qu'on appelle les pays du Nord? Est-ce que vous êtes prêtes à faire confiance aux femmes noires qui avons fait ça toute notre vie et à prendre de notre approche de la mobilisation, du respect des communautés? C'est vraiment très important. Ce complexe du sauveur, il faut en finir avec ça. Et je le dis à mes collègues avec tout l'amour du monde. Les femmes africaines peuvent se sauver elles-mêmes. Vous avez déjà beaucoup de problèmes comme ça. Dans vos pays, sauvez-vous vous-même. Et pour terminer, je tiens à faire écho à mes collègues qui ont exprimé toute leur gratitude aujourd'hui. Et donc, merci d'être venus et je vous encourage vraiment à utiliser le code QR et à nous faire part de vos commentaires pour savoir comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette conversation. C'est pas une conversation d'un soi et j'espère que nous ferons vraiment bouger les choses. Et parfois, c'est vrai, les choses n'ont pas l'air d'aller aussi vite qu'on aimerait, mais si on continue à faire un pas en avant, l'autre pas en avant, sans s'en rendre compte, on sera déjà arrivé quelque part. Et oui, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire, mais laissez-moi m'en assurer, parce que je peux pas me tromper. Oui, j'ai tout dit, merci beaucoup. Bon déjeuner, reposez-vous avant la cérémonie d'ouverture de la conférence tout à l'heure, mais vraiment beaucoup d'être venus aujourd'hui. Voilà.